Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Au micro, Blaise Chindani Kambala. Bonjour mesdames, bonjour messieurs et bienvenue à cette édition du journal dont voici les titres. En Ituri, les FARDC ont lancé une offensive contre la CRP de Thomas Lubanga dans 2 localités du territoire de Djougou. Cette opération fait suite à une attaque de cette milice contre une position de l'armée dans la zone. Parallèlement, les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles pour assurer la protection des civils menacés par ces groupes armés depuis le début de la semaine. La VSF s'est dit préoccupée par la multiplication des naufrages sur le fleuve Congo et les autres voies navigables du pays. C'est pourquoi cette ONG des droits de l'homme appelle le gouvernement à faire respecter strictement les mesures en vigueur sur la navigation fluviale. Un mois après l'entérinement à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda par les 2 chefs d'État, les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts au nord Kivu et au sud Kivu. Comment expliquer cette persistance des combats? Que faut-il également retenir des récentes interpellations visant certains opposants? Pour en parler, nous recevons Patrick Mouyaya Katembwe, ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement. Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et bon week-end à tous. Ce journal part de l'Ituri où les FARDC ont lancé depuis ce vendredi une offensive contre le groupe armé Convention pour la Révolution Populaire CRP dirigé par Thomas Lubanga dans les localités de Niaka et Loda en territoire de Djougou. Cette opération fait suite à une attaque de 7 milices contre une position de l'armée dans la zone. Selon des sources sécuritaires, 6 miliciens se sont rendus à la suite de la pression militaire. Parallèlement, les casques bleus de la MONUSCO ont intensifié les patrouilles pour assurer la protection des civils menacés par ces groupes armés depuis le début de la semaine. Isaac Moyope nous en dit plus. Des tirs sporadiques sont signalés depuis lundi aux environs de Fataki où la milice CRP tente sans succès de s'implanter après une incursion à Boulé, située à une quinzaine de kilomètres toujours en territoire de Djougou. Ces tentatives sont systématiquement repoussées par les soldats de la MONUSCO basés à Djaïba qui effectuent des patrouilles régulières dans la zone. Vendredi matin, un groupe de miliciens de la CRP a attaqué une position des FARDC vers Loda, une zone qui abrite également un site de déplacés. L'armée dont les effectifs ont été renforcés dans la région a riposté vigoureusement en poursuivant les assaillants. Les affrontements se sont poursuivis jusqu'en milieu d'après-midi entre les 2 parties. Le bilan officiel n'est pas encore disponible. Toutefois, des sources sécuritaires confirment la reddition des 6 miliciens de la CRP ce vendredi avec leurs armes ainsi qu'une radio Motorola. De leur côté, les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé les patrouilles, notamment sur les axes Fataki-Loda et Fataki-Sanduku, afin d'assurer la protection des civils plongés dans une psychose grandissante. Craignant pour leur sécurité, plusieurs habitants ont quitté la zone pour se réfugier à proximité des positions des FARDC et de la base militaire de la MONUSCO face aux menaces persistantes de ces groupes armés. Bounia, Isaac Moyope, Radio Kapi. Pendant ces temps au sud Kivu, les activités scolaires peinent à reprendre dans une majeure partie du territoire des Fizi depuis la fin des vacances de Noël. L'administrateur du territoire des Fizi a invité les parents ce jeudi, au cours d'une réunion de sécurité tenue dans la ville de Baraka, à envoyer leurs enfants à l'école. Les parents disent craindre pour la sécurité de leurs enfants car des tirs à balles réelles se font encore entendre dans la région et principalement dans la ville de Baraka, située à environ 80 km au sud de la ligne de front entre les FARDC et les M23 à Makobola. Les gestionnaires des écoles citées par les sous-prophètes de Fizi déclarent être disposés à accueillir les enfants à l'école dès que les dispositions sécuritaires seront garanties. Au Nord Kivu,
Le comité provincial de sécurité de cette province a échangé jeudi à Butembo avec les forces vives de la commune de Lubero et de la ville de Butembo. Cette rencontre visait à écouter les préoccupations des communautés locales et à dégager des pistes de solutions face à la recrudescence des actes criminels enregistrés ces dernières semaines dans ces deux entités. À l'issue des échanges, plusieurs mesures immédiates ont été annoncées pour restaurer la confiance entre la population et les services de sécurité. Marc Marofimbo pour les détails. Parmi les mesures annoncées au cours de cette rencontre figurent notamment les cantonnements des militaires des FARDC et des Wazalendo en vue de démilitariser la commune de Lubero, réduire les tensions et mieux protéger les civils. En quelques jours seulement, une vingtaine de cas de banditisme urbain, marqués notamment par des pillages et des assassinats, ont été recensés dans la commune de Lubero. Cette situation a conduit la société civile à décréter plusieurs journées sans activité afin d'alerter les autorités. À Butembo, la sécurité s'est également traduite par le meurtre de 2 personnes et le vol de plusieurs motos par des bandits armés. Face à ces préoccupations, l'Assemblée du comité provincial de sécurité, conduit par le gouverneur du Nord Kivu, le général Évariste Kakule Somo, s'est rendu à Butembo pour échanger avec les représentants de la population. Jackson Mumbere de la société civile de la commune de Lubero revient sur les retombées de ces échanges. Des cas d'assassinat ont été enregistrés dans la commune de Lubero, des cas d'extorsion, de pillage, beaucoup d'incidents se sont observés. Nous avons été reçus par le gouverneur de province qui nous a donné des réponses satisfaisantes par rapport à nos revendications. Au retour à Lubero Centre, nous irons voir la concrétisation de ces différentes solutions qui ont été données par l'autorité provinciale. À noter que l'autorité provinciale a également décidé de prendre en charge les obsèques de la victime assassinée la nuit dernière à Butembo. Beni, Marc Marofimbo, Radio Kapi. Parlons à présent de l'indignation de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa après l'assassinat du professeur Mathieu Abata au cours d'une assemblée générale extraordinaire convoquée en toute urgence ce vendredi 9 janvier à son siège. La Pokine suspend toutes les activités académiques jusqu'à mercredi prochain et projette un sit-in, c'est lundi 12 janvier, au ministère de l'Intérieur pour exiger la sécurisation du corps professoral. On écoute à ces sujets le président de la Pokine, professeur David Lubo, dans cet extrait choisi par John Chibwabwa. L'association des professeurs de l'université de Kinshasa, avec tous les autres établissements, ont décidé l'arrêt immédiat de toutes les activités sur les sites universitaires et instituts supérieurs du Congo. Aucune activité ne sera exercée sur les sites. Et mercredi, nous nous retrouverons pour une évaluation. La Pékin et ses alliés décident de faire un sit-in ce lundi 12 janvier 2026 au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur. La Pékin somme le gouvernement à prendre en charge les obsèques du Découyus, la vie et la survie de la veuve et de toute sa progéniture. La Pékin exige, comme c'est le cas pour les généraux, désormais un site pour l'enterrement de tous les professeurs, car il est anormal qu'on soit enterré dans les cimetières communs. La Pékin et ses alliés décident de retenir la date du 8 janvier de chaque année pour être considérée comme la date du martyr, professeur Abata. Je le disais en titre, la voix des sans-voix pour les droits de l'homme VSV s'est dit préoccupée par la multiplication de naufrages sur le fleuve Congo et les autres voies navigables du pays. Dans un communiqué parvenu à Radio Kapi, l'ONG évoque le naufrage survenu dans la nuit du 5 au 6 janvier 2026 près de Mbandaka dans la province de l'Équateur. Bilan, un enfant a perdu la vie, plusieurs passagers sont portés disparus et 73 personnes ont été secourues. La VSV appelle le gouvernement à faire respecter strictement les mesures en vigueur sur la navigation fluviale. Plus de détails avec Grace Amzadi. Concernant ces derniers naufrages, la voix des sans-voix précise qu'une embarcation de fortune dénommée Zulu en provenance de Mbandaka est entrée en collision avec 2 baleinières venant de la localité de Bolembe dans le territoire de Bolomba. L'ONG rappelle que notre naufrage, celui de la baleinière Mbeyambea, était survenu le 20 décembre 2025 sur le fleuve Congo, à Mbandaka, provoquant la disparition de plusieurs personnes. Pour la VSV, ces accidents à répétition s'expliquent notamment par le non-respect des normes de navigation, la surcharge des embarcations et la navigation nocturne. Une situation jugée inacceptable alors que des mesures claires existent, notamment l'interdiction formelle de naviguer la nuit,
et le port obligatoire des gilets de sauvetage pour les passagers comme pour les membres d'équipage. Face à ces constats, la Voix des sans-voix appelle les autorités à ouvrir des enquêtes afin que les responsables de ces naufrages soient traduits en justice et que les règles de navigation soient enfin strictement appliquées. Au Kasaï central, en plus bref, un déséquilibré mental a égorgé un enfant de moins de 2 ans dans le village de Bikoukoukali, groupement de Benachikolu, secteur de Diofoua, territoire de Demba. L'information est livrée par la société civile du peuple de Demba. Son coordonnateur territorial, François Mounekai, indique que le présumé meurtrier a à son tour été lynché par la population locale. Il invite les autorités provinciales à prendre des dispositions nécessaires afin de mettre hors d'état de nuire les personnes souffrant de maladies mentales. Retour en Ituri où le poste opérationnel de base de la MONUSCO de Komanda dans le territoire du Roumu à environ 80 km de Bunia a organisé le 5 janvier dernier une journée d'assistance et de consultation médicale pour la population locale. Objectif, faciliter l'accès de la population aux soins de santé primaires. Les habitants ont pu ainsi bénéficier des soins gratuits comprenant des examens de santé de base et les premiers soins. La population locale a exprimé sa gratitude au casque bleu pour les soins et l'attention reçue. Cette initiative illustre l'engagement constant de la MONUSCO, non seulement dans l'exécution de son mandat en termes de protection des civils, mais également dans l'amélioration du bien-être et des conditions de vie des communautés locales. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo a poursuivi pour la deuxième fois consécutive, en l'espace de 3 mois, l'assouplissement de sa politique monétaire amorcée au dernier trimestre 2025. C'était au cours de sa session ordinaire tenue ce jeudi à Kinshasa, sous la présidence du gouverneur de la Banque centrale, qui prouve sa volonté à créer des conditions monétaires favorables, tout en veillant à préserver les équilibres macroéconomiques durement acquis. En termes simples, la BCC rend l'argent progressivement moins cher afin de faciliter le financement de l'économie nationale sans compromettre la stabilité du système financier. Écoutez à ce sujet André Wameso Nkwaloloki, gouverneur de la BCC et président du comité de politique monétaire, dans ses propos recueillis par Jean-Désiré Kanyama. Pour l'année 2026, le comité de politique monétaire projette une évolution maîtrisée du rythme de formation des prix dans un contexte de stabilisation du taux de change et de maintien d'une croissance économique robuste. L'économie devrait bénéficier des effets de l'évolution favorable du cours des métaux, notamment ceux du cuivre et du cobalt, mais aussi continuer à subir les effets des tensions géopolitiques mondiales ainsi que des tarifs douaniers. Au niveau national, il est postulé une atténuation des conflits dans la partie est du pays en lien avec les engagements pris par les différentes parties. Au regard de ces évolutions, le comité a décidé de poursuivre avec l'assouplissement de la politique monétaire amorcée au dernier trimestre 2025. Par ailleurs, le comité de politique monétaire maintient son engagement à assurer un suivi rigoureux de l'évolution de la conjoncture économique ainsi que de la liquidité au sein de l'économie. Dans ce contexte, a indiqué André Wameso, les entreprises devraient bénéficier des conditions d'emprunt plus favorables, propices à l'investissement productif, et les ménages pourraient accéder plus aisément au financement pour les logements ou les activités commerciales. Clôture ce vendredi à Lubumbashi des travaux de finalisation des manuels de procédure pour le fonctionnement du poste frontière à arrêt unique de Tchaloué. Le comité mixte qui travaille s'est réuni du 8 au 9 janvier dans les locaux de l'agence congolaise de grands travaux ACGT à Lubumbashi sous l'encadrement de son DGA, Jean-Claude Mido Mbouete. Ces travaux consistent à faire les derniers apports du document dans le cadre du projet Kasomeno Kasenga Chaloué. Plus de détails avec Blaise Ndongala Mayanda. À l'ouverture de ces travaux,
le directeur général adjoint de la CGT a rappelé l'importance stratégique de ces projets dans la facilitation des échanges commerciaux entre la RDC et la Zambie. Des échanges fructueux ont eu lieu et chaque participant a apporté son expertise pour que ces manuels de procédures définissent effectivement les rôles des différentes institutions impliquées dans la gestion du poste frontière de Tchaloué. Ces documents visent également à proposer un cadre de coordination efficace pour les opérations. Les 14 et les 15 janvier courant, la partie zambienne apportera en outre sa part du travail pour une mise en commun en vue de l'obtention d'un document final. Terrain, les nouvelles des travaux du pont renseignent que les équipes ont achevé avec succès l'écoulage de la semelle de fondation de la culée côté congolais. La même opération est en cours du côté zambien. Quant aux dépiles, les travaux préparatoires sont achevés du côté zambien et sont en cours du côté congolais. À côté des représentants du ministre des Infrastructures, des experts de la CGT et ceux du concessionnaire GED Africa, des représentants de tous les services œuvrant aux frontières en RDC ont pris part à ces travaux. Actualité internationale. Cela fait 1000 jours, c'est 9 janvier 2026 que les forces armées soudanaises du général Abdel Fattah al-Burhan et les paramilitaires des forces de soutien rapide FSR du général Mohamed Aman Dogolo, dit Emeti, se battent pour le contrôle du pays. Le conflit a provoqué l'une des pires crises humanitaires du moment. 12 millions de déplacés, 4 millions de réfugiés dans les pays voisins et des dizaines de milliers de morts. Les bilans humains restent incertains et surtout, aucune issue à ce conflit ne semble être en vue. L'invité. Un mois après l'entérinement à Washington de l'accord de paix entre la RDC et le Rwanda par les présidents Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame, les affrontements se poursuivent sur plusieurs fronts au nord Kivu et au sud Kivu. Comment expliquer cette persistance des combats? Que faut-il également retenir des récentes interpellations visant certains opposants? Et que penser de l'initiative appelant à la tenue d'un dialogue national? Ces questions ont été abordées lors de l'entretien que nous a accordé le ministre de la Communication et des Médias, également porte-parole du gouvernement congolais. Patrick Mouyaya Katembwe répond aux questions de Guimate Tchongo. Bonjour, monsieur le ministre Patrick Mouyaya. Bonjour, cher Guimate. Quelle est la situation sécuritaire actuellement dans le sud ainsi que le nord Kivu? Écoutez, la situation, c'est que nos troupes sont toujours engagées dans les lignes pour la défense du territoire national. Vous savez que le Rwanda, malgré la signature de l'accord de Washington, preuve que la dynamique de la paix enclenchée par Washington ne les arrangeait pas, a repris la guerre, notamment avec les opérations qui ont conduit à la mort de 1500 personnes. Nous avons fait un communiqué la dernière semaine pour présenter les bilans de ces actions macabres. Ils n'ont jamais quitté Uvira comme prévu. C'était donc une fausse déclaration, une mascarade du fils visant à protéger le père de la foudre américaine. Mais cela dit, nos forces restent mobilisées pour tenir les lignes et assurer la défense du territoire. Justement, après cette occupation de la ville d'Uvira, 6 jours après l'entérinement, n'est-ce pas, de l'accord de Washington, est-ce que le gouvernement congolais continue à faire crédit, continue à croire, à faire confiance au processus de Doha et de Washington? Évidemment que nous avons confiance au processus de Washington et de Doha. La preuve, le président de la République s'est lui-même déplacé à Washington et régulièrement nous avons des émissaires qui vont à Doha. Ceci dit, nous connaissons l'ennemi en face. Nous savons quelles sont les vraies intentions de l'ennemi parce que l'accord de Washington ou les accords de Washington, s'il faut les présenter tels qu'ils ont été signés, vous avez donc l'accord de paix qui a été signé par la ministre Kaikwamba. Vous avez l'accord qui crée le cadre d'intégration économique régionale. C'est la dimension économique qui doit venir formaliser ou apporter plus de transparence dans les activités économiques de la région. Et puis, il y a l'accord de partenariat stratégique qui lie la République démocratique du Congo et les États-Unis. Spécifiquement, dans le cadre d'intégration économique régionale, il était prévu que, avant que nous puissions passer à l'économie, nous devons faire la paix. Une paix que nous voulons définitive et une paix que nous voulons durable. Et la voie de la paix, d'une paix durable, qui précède un mécanisme de transparence ou de cleaning, n'arrange pas le président rwandais. Et donc, son attitude contre ce qui a été convenu à Washington en remettant
les armes là où on avait apposé la signature pour la paix signifie que le seul langage qu'il peut comprendre, c'est le langage de la pression, c'est le langage de la force. Monsieur le ministre, que signifient ces arrestations de certains opposants que l'on constate actuellement? Écoutez, d'abord, il faut savoir que nous sommes dans un contexte, malheureusement, où des Congolais sont complices de ce qui nous agresse. Vous avez des supplétifs, ce sont des compatriotes qui ont choisi de tourner le dos à la patrie. Et donc, vous avez d'autres qui, malheureusement, dans leur plan de déstabilisation, dirais-je, ils ne sont pas que dans les partis sous occupation. Ils ont des tentacules, y compris à Kinshasa. Et donc, chaque fois que vous voyez une interpellation se faire, une interpellation ne se fait jamais au hasard. Ça s'est fait parce qu'il y a de bonnes raisons. Un opposant n'est jamais interpellé par hasard. Évidemment, je n'ai pas les secrets des raisons de ces interpellations, ou des motivations plutôt, je dirais mieux, de ces interpellations, mais il faut considérer que ceux qui sont de l'autre côté se disent aussi des opposants. Et nous connaissons la proximité des uns des autres. Et donc, lorsqu'il y a des besoins pour les services d'intelligence qui sont censés nous protéger tous, de fouiner davantage auprès d'un citoyen, qui soit-il, il faut permettre aux services de faire leur part. Monsieur le ministre, pourquoi le chef de l'État ne convoque toujours pas les dialogues tels que prônés par la CENCO ainsi que les CC? D'abord, il faut savoir que le dialogue que le président de la République convoquera, c'est les dialogues dont la feuille de route a été conjointement élaborée par SCC, CENCO et les confessions religieuses, notamment ceux qui sont dirigés par l'évêque Ejibaya Mapien, qui ont travaillé avec les services du président de la République pour préparer ces dialogues. Donc il finira par convoquer ces dialogues. Il faut considérer d'abord que le président de la République est un homme de paix. Il a toujours été attaché au dialogue et à aucun moment, le président de la République a renoncé à cette idée des dialogues. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. C'était notre invité, le ministre de la Communication et Médias, également porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katembwe, qui répondait aux questions de Guy Matechongo. Et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal du matin, coordonné et supervisé par Jude Mister Bilandan Koumar et mise en onde par Pierre Diasunois. Ce journal est disponible sur notre site internet radiocapi.net. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.